présenté par You Know Why. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, votre sommaire. Une émission grandement consacrée à nos ados. D'abord pour parler de leur consommation des smartphones. À 11 ans, ils ont en moyenne leur premier téléphone portable et ils passent 4 heures par jour à se gargariser de TikTok. Alors faut-il être inquiet? On va essayer de dédramatiser un petit peu avec nos experts. Les adolescents toujours, je le disais, mais cette fois sous le prisme de la psychologie et des amitiés. Vous le verrez, un ami c'est souvent pour la vie, mais avant tout ça, place à l'actu du jour avec Shirley Adélaïde. Bonsoir Shirley. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec cet appel à témoignage lancé par le planning familial après une accusation visant l'un de ses fondateurs. Oui, Henri Fabre décédé en 2012, c'est Irène, une femme de 84 ans qui accuse le docteur de l'avoir agressée lors d'une consultation en 1961. Les faits se seraient déroulés quand elle avait 21 ans à Grenoble lors de l'ouverture d'un premier centre planning familial, association qui lutte pour les droits à l'avortement et à la contraception chez les femmes. Le docteur l'aurait agressée alors qu'elle se trouvait déshabillée sur la table gynécologique en sortant son sexe et en l'appuyant sur le sien selon les informations du journal Le Monde. L'association a donc ouvert un dispositif de recueil de témoignages pour d'autres potentielles victimes. D'autres recherches vont-elles être effectuées par le planning familial? Oui, sur l'existence notamment d'autres éventuels témoignages visant des médecins ayant participé à la fondation du planning familial. Il est aussi question de faire la lumière sur l'absence de suite donnée au témoignage de la victime par le mouvement français pour le planning familial. En effet, Irène avait parlé il y a 3 ans de cela déjà, en 2021, après la mort de son mari, persuadée qu'elle ne devait pas être la seule victime. La violence ne s'arrête pas aux portes des structures de soins, bien au contraire. Le patriarcat est partout, les inégalités aussi, peut-on lire dans le communiqué de l'association. Des nouvelles au sujet du meurtre de Philippine, cette jeune étudiante dont le corps a été retrouvé le 21 septembre dernier au bois de Boulogne. Le principal suspect accepte d'être extradé vers la France. Il avait été arrêté en Suisse fin septembre et avait d'abord refusé une extradition avant finalement de se raviser. Mon client a décidé d'accepter l'extradition pour être déféré au juge français et s'exprimer sur le dossier. Les autorités suisses vont organiser le transfert du détenu de la Suisse vers la France, a déclaré son avocate, maître Florence Yersin. Pour rappel, Philippine, étudiant de 19 ans, avait été enterrée dans le bois de Boulogne. Taao, marocain âgé de 22 ans, est le principal suspect de son meurtre. Son extradition devrait avoir lieu dans quelques jours. Une enquête est ouverte pour homicide et viol. Les économies et l'austérité se poursuivent en politique avec cette proposition du gouvernement Barnier, supprimer un jour férié en France. Oui, et cela pour faire des économies face aux difficultés rencontrées pour faire adopter son budget 2025. Le gouvernement a émis plusieurs propositions ces derniers jours pour combler le déficit à hauteur de 60 milliards d'euros. Le week-end dernier, il y a eu cette idée de passer à 3 jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie. Pour rappel, actuellement, seul le premier jour d'absence n'est pas indemnisé, tandis que dans le privé, 3 jours de carence sont souvent appliqués. Désormais, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, semble ouvert à une discussion parlementaire sur la suppression d'un autre jour férié. Alors, autre oui, car il y a 20 ans déjà, en 2004, le gouvernement avait supprimé le lundi de Pentecôte, transformé au fil du temps en une journée de solidarité. C'est l'équivalent d'une journée de travail qui est versée par les entreprises aux caisses de l'État. Je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer à l'effort de redressement va dans le bon sens, a déclaré le ministre du Budget sur le plateau de TF1 hier soir. Le gouvernement n'a pas précisé quel jour serait supprimé. Alors quel impact de cette suppression, quel impact cette suppression pourrait-elle avoir? On écoute Benoît Serre, vice-président délégué de l'association DRH, au micro de Wafia Kenich sur France Culture. Sincèrement, ça ne va pas changer la face du monde. Je pense même que ça ne va pas forcément changer la face de la situation budgétaire de l'État. Mais en termes d'impact sur les organisations, c'est pas extrêmement prenant, parce que le premier n'a pas été, il a été avalé d'une certaine manière par l'organisation. Le deuxième le sera probablement aussi. Selon le Sénat, la transformation d'un jour férié en journée de solidarité pourrait rapporter jusqu'à 2,4 milliards d'euros.
À l'avant-veille du début du mois sans tabac, le gouvernement s'attaque aux pushs. Ce sont des sachets de nicotine à chiquer qui sont présentés comme des substituts à la nicotine pour arrêter le tabac. Eh bien, ils pourraient bientôt être interdits. Et oui, car ces produits en grande circulation chez les jeunes inquiètent la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq. Ces produits sont apparus récemment. Alors, pas de tabac dedans, mais des fibres de polymère imprégnées de nicotine et d'arômes à l'intérieur d'un tissu perméable. Les pushs se glissent entre la lèvre et la gencive. Or, les centres anti-poison reçoivent de plus en plus d'appels d'adolescents en lien avec la consommation de ces produits, de ces pushs. Les jeunes témoignent de vomissements, de convulsions, d'hypotension, voire de troubles de la conscience. Le produit s'est transformé en véritable tendance chez les jeunes ados, parfois dès la 6e ou la 5e. Et le phénomène s'observe aussi outre-Atlantique, comme l'expliquait ce matin le professeur Bertrand Dotzenberg, tabacologue à l'Institut Arthur Weill. Aux États-Unis, sur les derniers chiffres que j'ai vus, dans certains États, la push dépasse la cigarette électronique. Donc on a des phénomènes de mode, de nouveaux produits de nicotine, qui ont pour but de laisser les jeunes addicts à la nicotine, une substance qui n'a aucun intérêt. Ces produits sont-ils plus ou moins addictifs que la cigarette électronique ou la cigarette tout court? Réponse du docteur. La cigarette, c'est des claques de nicotine. Les autres produits, que ce soit les substituts nicotiniques, la push ou tout ce qu'on veut, c'est des caresses de nicotine qui sont apportées beaucoup plus doucement au niveau du cerveau. En revanche, si on les avale, entre guillemets, si on les met dans l'estomac, ben ça, on peut avoir un effet direct de la nicotine et vomir et avoir tous les troubles possibles. Et il faut savoir que l'an dernier, l'ANSES avait appelé à la vigilance concernant ce produit. Selon l'agence de santé, le nombre des cas est probablement sous-estimé et la publicité de ces produits reste importante sur les réseaux sociaux ciblant les jeunes consommateurs. Allez, on prend la direction de la Chine désormais où le réarmement démographique est en marche. Des fonctionnaires téléphonent depuis plusieurs semaines à des femmes pour les inciter à faire des enfants. Oui, mesure qui vise à faire face à la très forte diminution de la population en Chine. Un pays qui, malgré ses 1,4 milliard d'habitants, a été devancé par l'Inde, devenu le pays le plus peuplé du monde. Pour vous donner une idée plus précise du déclin démographique chinois, des projections avaient été publiées cet été par les Nations Unies. Les détails par Dominique Seux sur France Inter. Le pays diviserait sa population par 2 d'ici 2100, soit 700 à 800 millions de Chinois en moins. Probabilité 1 sur 2 tout de même. Tout ça découle des taux de fécondité observés. Face à cela, la Chine ne reste pas les bras croisés. Ces derniers jours, ces dernières semaines, les fonctionnaires ont appelé des dizaines de milliers de femmes à leur domicile pour savoir si elles étaient enceintes ou bien pour les inciter à l'être. Un coup de fil ou un coup de pression, alors que pendant des années, la Chine avait imposé des politiques très strictes pour contrôler les naissances. Maintenant que le pays est menacé de perdre sa population, il s'agit désormais d'inverser la tendance à travers diverses campagnes locales. Ce lundi, le Conseil d'État chinois a adopté un plan de mesures pour faire augmenter le nombre de naissances. Un plan qui encourage le respect de la procréation, des mariages à l'âge approprié et le partage des responsabilités entre les parents en ce qui concerne la garde des enfants. Retour chez nous avec le lancement d'Uber pour les ados aujourd'hui. Votre ado pourrait donc commander sa voiture de transport avec chauffeur, car les jeunes, c'est le nouveau créneau de la plateforme américaine qui vante une autonomie de déplacement et une sérénité aux parents. L'application va permettre aux ados de 13 à 17 ans de commander des courses dans 13 villes de France. Alors comment ça marche? Un adulte titulaire d'un compte doit inviter l'ado et ce dernier sera lié à ce compte. L'adolescent pourra ensuite commander ses courses sans l'accord de l'adulte. L'adulte seulement recevra une notification de la course qu'il pourra suivre en temps réel. C'est ce qu'explique Uber dans un communiqué. Un nouveau service qui pose malgré tout un certain nombre de questions, comme le fait par exemple qu'il ne soit pas précisé que le compte de ces ados soit lié à celui des parents et pas d'autres adultes, ou concernant l'âge renseigné par l'adulte pour son ado qui repose sur du déclaratif sans avoir besoin de fournir des justificatifs. Lancé en 2023 aux États-Unis et au Canada, ce service existe aussi dans 17 pays d'Europe, dont le Portugal, l'Espagne, l'Italie
et la Belgique. Merci beaucoup Charlie. Et pour pouvoir installer Uber pour les ados, encore faut-il qu'ils aient un smartphone. Mais sachez qu'à partir de 11 ans, en général, les petits bambins, mais qui ne le sont plus trop, en ont un. Alors faut-il s'inquiéter de cet essor massif du smartphone chez les jeunes? Est-ce que TikTok va rendre nos adolescents complètement idiots? On en parle tout de suite. C'est notre question du jour. Et on en parle avec nos deux invités. D'abord, vous, Thomas Romer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Et puis, nous sommes à distance avec Niels Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue spécialisé en hyperconnectivité. On va commencer avec vous, Thomas, avec ce chiffre que je citais en guise d'introduction. Les enfants français acquièrent leur premier smartphone en moyenne à 11 ans et 4 mois. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette précocité dans l'accès à cet appareil ? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que par rapport à l'étude que nous avions faite en 2021, on assiste à un vieillissement. En 2021, on était à 9,9 ans en moyenne et maintenant à 11,3 ans. La précocité, néanmoins, elle s'explique, selon nous, il y a une espèce de rituel de passage qui se passe au moment de l'entrée au collège, de toute évidence. Mais aussi, on observe quand même globalement avec les parents que nous rencontrons par milliers en France que lorsqu'on échange avec eux sur ces sujets, ils sont assez inquiets. Et quand on cherche à creuser un peu les critères motivationnels d'équipement, ce qu'on observe, c'est une fois encore plutôt un outil qui devient un outil de réassurance. Ce que moi j'appelle symboliquement souvent un cordon ombilical virtuel lorsque les enfants sont petits, et parfois il a tendance, comme le montre notre étude, à se transformer en laisse numérique quand les enfants deviennent un peu plus grands. Donc on voit bien que les outils numériques et notamment le smartphone occupent une place claire dans les foyers, notamment pour les adultes, de réassurance. Je veux pouvoir joindre mon enfant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et de cette idée qu'on va pouvoir rester connecté avec son enfant, en fait, l'enfant découvre cet univers numérique et ses potentialités. Et ses potentialités, ses diversités. Ce que nous montre aussi l'étude, c'est que contrairement à ce que pensent souvent les adultes, puisqu'on le sait très bien, le numérique est souvent un sujet un peu de dispute, de friction au sein des familles. C'est que les enfants ont des pratiques très diverses. On pense qu'ils ne font que jouer aux jeux vidéo, c'est vrai, mais ils ne font pas que ça. Ils écoutent des podcasts, ils ont tout un tas de pratiques très très diverses. Et nous, ce qui nous questionne au travers notamment de cette enquête, c'est qu'une fois encore, pour la 3e année consécutive, on se rend compte que les parents, une fois avoir équipé leurs enfants, souvent manquent un peu d'intérêt à ce que font les enfants avec ces outils. Et ça, c'est un vrai enjeu d'éducation au numérique. C'est porter un intérêt à ce qu'ils font avec, plutôt que de s'improviser uniquement gardien du temps passé ou d'évitement des risques. Manque d'intérêt pour ce qu'ils font, ou peut-être, Niels Weber aussi, manque d'éducation, d'accompagnement, parce que quand ils considèrent les usages numériques, ils ont leur propre cas, mais un cerveau adulte, il sait faire la part des choses, il ne va pas chercher tout et n'importe quoi, et il sait passer vite à un autre sujet quand il tombe sur quelque chose qui le choque. Alors que le cerveau enfant, puisqu'à 11 ans on reste un enfant, il va plutôt chercher les choses qu'il n'a jamais vues. Il faut pouvoir déculpabiliser cette curiosité-là chez les enfants, que c'est tout à fait normal justement d'aller chercher des choses qui provoquent des émotions des fois assez fortes, des fois même du contenu qui peut sembler être dérangeant, du contenu qui peut être choquant, qui peut être inadapté. Cette curiosité-là, elle est parfaitement normale. Mais effectivement, ce qui fait une grosse différence, c'est que quand on est adulte, on a un certain recul pour décrypter ce contenu-là, ou alors pour aller chercher des ressources qui nous permettent de gérer le ressenti de ce contenu. Quand on est enfant, c'est plus compliqué. Et c'est vite fait, qu'on soit enfant, adolescent ou même adulte, de se faire un peu piéger par les algorithmes qui vont effectivement toujours nous proposer du contenu qui va plutôt générer des émotions très fortes. On sait que les contenus aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui marchent le mieux, qui sont les plus engageants, sont les contenus qui effectivement provoquent des émotions très fortes. C'est un principe qu'on retrouve tout à fait dans les médias traditionnels. Faites un article pour dire que tous les trains sont arrivés à l'heure. Personne n'ira lire cet article. Par contre, expliquer qu'un train est arrivé avec 1 heure de retard, on peut en parler longuement sur un plateau de télévision, par exemple. Donc évidemment que les contenus qui choquent et qui provoquent des émotions très fortes sont aussi ceux qui attirent le plus la curiosité des adultes, mais aussi des enfants.
Mais à 11 ans, est-ce que c'est pas trop tôt pour être mis face à ce qu'on peut trouver sur Internet? Je sais pas, des vidéos de décapitation, de propagande terroriste, du contenu pornographique, voire pédopornographique. Vous dites qu'il faut déculpabiliser, mais ça reste quand même extrêmement éprouvant pour les plus jeunes. Tout à fait. Quand je parle de déculpabilisation, je parle surtout de la curiosité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir expliquer aux enfants que c'est normal d'être curieux. Et c'est aussi normal de se sentir mal après avoir vu ces images. C'est exactement pour ça qu'on va expliquer qu'il y a certains contenus qui sont pas pour les enfants, qui sont pas prévus pour les enfants, notamment les contenus pornographiques. Vous parliez de vidéos de décapitation, par exemple. Je pense que même vous et moi, en tant qu'adultes, on n'a pas envie de voir ce genre d'images-là, mais ces images existent. Et on sait que la modération sur les réseaux sociaux n'est pas toujours optimale, ce qui fait que malgré certains contrôles parentaux, certaines images peuvent toujours passer. C'est pour ça qu'on devrait réfléchir effectivement à 2 fois avant de confier un téléphone, par exemple, à des enfants qui seraient encore trop jeunes. Ou alors, si on le fait, il faut le faire avec toute une batterie de précautions et de se bien garder en tête qu'aucun contrôle parental technologique ne permet de bloquer toutes les images. Donc, les précautions à prendre sont surtout en termes de relationnel et de discussion. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par M. Romer qui disait qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe sur les écrans. On doit pouvoir permettre aux enfants notamment de nous raconter ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vu, pour que nous, adultes, on puisse les encadrer quand ils sont confrontés à du contenu qui n'est pas adapté, malheureusement. Thomas Romer, c'est quoi l'âge idéal pour offrir un premier téléphone, un premier smartphone? D'ailleurs, il y a peut-être une différence, hein, ça existe encore, les téléphones à l'ancienne, avec très peu de fonctionnalités, qui appellent et qui peuvent recevoir des appels. Oui, alors vous avez raison, le fameux téléphone à clapet qui revient un peu à la mode. Et qui explique d'ailleurs peut-être ce vieillissement constaté dans notre étude. L'âge idéal, moi, on n'aime pas donner d'âge parce qu'en fin de compte, chaque situation et chaque famille, chaque enfant est différent. L'intérêt, comme vient de le dire Niels, c'est de pouvoir échanger avec lui dès le plus jeune âge sur ses pratiques numériques. Même quand ces enfants sont tout petits, s'asseoir à côté d'eux, regarder un dessin animé à côté d'eux, qu'est-ce que ça permet? Ça permet déjà évidemment de mettre du dialogue, de mettre des mots sur ce que les enfants ont vu. Donc ça, c'est très important pour venir mettre un peu en perspective ce que disait Niels sur le contenu un peu émotif que vont chercher naturellement les enfants. Et puis la deuxième chose, c'est que ça permet aussi de se rendre compte en tant que parent que son enfant, il n'est pas forcément dans une maturité émotionnelle et affective qui est équivalente à celui de son aîné, par exemple. Et ça permet de facto d'adapter les contenus en fonction de ce qu'on a observé de son enfant. Je prends souvent l'exemple même pour des enfants un peu plus âgés, de 9-10 ans, où se pose toujours la question pour pas mal de jeunes parents, tiens, est-ce que je peux lui montrer un film que j'ai bien aimé, type Harry Potter, quand j'étais plus jeune? Et ça, il y a qu'en s'asseyant à côté de son enfant et en observant, c'est pas en prenant des conseils auprès de ses amis qui vont nous dire moi, mon enfant a réagi comme ci, comme ça. Non, notre enfant, il est forcément différent des autres et seuls les parents sont les mieux armés, les plus à même de pouvoir savoir les contenus qui vont être appropriés pour lui. Et chaque contenu, et ces contenus d'ailleurs sont parfois très différents en fonction de l'âge des enfants au sein même d'une fratrie. Nicolas Weber, les géants de la tech, ou en tout cas les fondateurs de grosses entreprises, il y a parfois ce mythe qu'ils éloignent complètement leurs enfants, leur progéniture des écrans. Finalement, ceux qui contrôlent et ceux qui créent ce qui se passe dans un smartphone, ils ont peut-être la clé, c'est qu'il faut complètement interdire l'accès à ces téléphones, non ? Alors, je pense pas, parce que déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces fameux géants de la tech, on a beaucoup entendu parler de Mark Zuckerberg qui mettrait ses enfants dans des écoles sans écran. En réalité, c'est pas tout à fait ça la réalité. On sait par exemple que tous ces géants de la tech ont aussi accès à d'autres ressources. Et on sait qu'aujourd'hui, l'accès au téléphone et surtout aux écrans de manière générale est surtout utilisé quand il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire que quand on s'ennuie, hop, on sort son téléphone et on trouve quelque chose à faire. Donc ces grands manias de la tech, eux, ils ont accès à des tas d'occupations pour leurs enfants. Ils ont aussi les moyens de payer des employés qui vont s'occuper de leurs enfants quand ils ne sont pas à l'école, etc. Donc en réalité, cette idée que les géants de la tech éloigneraient leurs enfants des écrans, elle n'est pas tout à fait exacte. Je pense que leur quotidien est aussi peuplé d'écrans, mais c'est plutôt de réfléchir comment on introduit petit à petit les écrans. Pour moi, il y a une grosse différence entre acheter un téléphone, ou plutôt recycler un téléphone et en faire un outil d'apprentissage qu'on utilise pour
pour entrer avec les enfants dans le monde des jeux vidéo et des réseaux sociaux, par exemple. Donc il y a une différence entre ça et le fait d'acheter un téléphone et de le donner à un enfant en lui disant voilà, c'est ton téléphone, débrouille-toi. Donc plutôt que d'interdire, je pense qu'on doit vraiment pouvoir faire avec et pour ça réfléchir comment on entre petit à petit. Ne pas donner tout le paquet des responsabilités en même temps que l'appareil lui-même. Puisque effectivement, on observe que l'arrivée des écrans dans la vie des enfants aujourd'hui ne correspond à aucun besoin développemental ou développementaux des enfants, mais correspondent, comme ça a été dit tout à l'heure, à des besoins parentaux. Et ces besoins, on doit pouvoir les entendre, mais on doit aussi pouvoir expliquer qu'il y a d'autres moyens d'y répondre. Donc il n'y a aucun enfant au monde qui a besoin d'un écran, ça c'est sûr, mais cette envie, en revanche, elle est très forte et elle est tout à fait compréhensible. Mais on doit pouvoir y entrer petit à petit et pas d'un coup avec toutes les responsabilités qui vont avec. Thomas Romer, dans votre étude, on montre que 65% des 7-10 ans utilisent leur smartphone seuls et c'est 93% pour les 11-14 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème de responsabilisation chez les parents, de ne pas encadrer, ou ça veut dire qu'on... c'est pas anodin quand même de laisser comme ça une porte ouverte sur le monde avec tout ce qu'il y a de plus beau, mais sur le monde avec tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Une fois encore, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est qu'est-ce qui motive les parents et une fois encore, les dialogues, les échanges qu'on peut avoir avec eux sont très clairs. On a besoin d'être rassuré. On a l'impression de vivre dans une société de moins en moins sécure pour nos enfants et le smartphone vient pallier ça. Alors que parfois on ramène justement à travers le téléphone, et il y a des cas assez emblématiques d'enfants qui sont contactés par des réseaux pédocriminels. Alors évidemment il n'y a pas que ça sur Internet, mais ça existe, ou qui sont incités à envoyer des images, des photos. Donc en fait parfois sans s'en rendre compte, les parents ramènent le danger directement dans la poche de leur enfant. Bien sûr, mais il faut que, mais ça fait 20 ans qu'on le répète, il faut que toute connexion à Internet, l'enfant il est dans la rue. C'est la même chose. Donc, et ça, ils n'en ont pas conscience, les parents. Les parents n'ont pas suffisamment conscience, mais ça s'explique d'autant plus qu'en effet, ils s'intéressent que trop peu à ce que font leurs enfants. Les principaux axes éducatifs sur lesquels, une fois encore, se focalisent les parents, c'est uniquement le temps passé sur les écrans, ce qui est une donnée absolument pas intéressante d'un point de vue éducatif, parce qu'on peut passer 3 heures sur un écran à faire des choses très intéressantes et même s'instruire, comme on peut passer 3 heures à regarder une influenceuse qui va nous proposer d'acheter l'eau de son bain. C'est quand même pas le même rapport à la qualité de temps d'écran. Donc, et ça, le seul moyen de pallier à cela, c'est uniquement en s'intéressant et en s'asseyant à côté de ses enfants, en leur posant des questions quand ils grandissent, parce qu'évidemment, le smartphone devient un peu une extension d'eux-mêmes, donc un peu un côté très intime. Donc, c'est pas aller fliquer, c'est pas aller installer des logiciels espions, comme on le voit dans notre étude, qui viendra pallier toutes ces problématiques, c'est bien uniquement en dialoguant avec ses enfants. C'est intéressant ce que vous disiez sur les logiciels espions, ça rejoint ce que disait Niels tout à l'heure, Niels Weber, vous en parliez. Pourquoi les logiciels espions, Niels, ils sont pas intéressants, c'est pas la bonne solution pour s'intéresser à ce que font nos enfants, finalement de mettre un petit logiciel sur le smartphone qui permet de contrôler tous les sites visités, de voir le nombre d'heures d'ouverture, de voir à qui on parle, de lire les messages. C'est peut-être ça la solution. Je dirais que c'est éventuellement une partie de la solution. Même si j'aurais tendance à ne pas les recommander, je pense que si des parents ont déjà fait l'effort de mettre ce genre de contrôle, c'est pas une mauvaise chose. Là où ça devient une mauvaise chose, selon moi, c'est quand on a l'impression que ça suffit. C'est qu'on a l'impression qu'en ayant mis ce contrôle parental, on a réglé la question. Alors qu'en fait, cette question du contrôle parental, elle est souvent limitée à la question du temps et pas au type de contenu. Et surtout, les enfants sont très doués pour contourner ces outils, ces contrôles parentaux, ce qui est normal, ça fait partie de leur job d'essayer de contourner les limites. Donc souvent on a affaire à des parents qui plein de bonne volonté, ont l'impression d'avoir réglé la question en ayant mis un minuteur, en ayant mis un contrôle parental, mais en réalité ce sont des outils qui sont pas très efficaces, qui sont pas mauvais en soi, mais qui ne suffisent pas. Et là où effectivement ça peut déborder à mon avis, c'est quand ces logiciels espions ou ces manières de géolocaliser, par exemple, deviennent intrusifs. De géolocaliser un enfant ne permet pas d'être plus en sécurité. Une montre connectée, par exemple, ne permet pas de savoir où sont les enfants. Elle permet de savoir où est la montre connectée, puisque l'enfant peut enlever sa montre, la laisser dans le bus, la laisser au parc. Donc en réalité, ces outils de connexion et de surveillance n'offrent qu'une maigre rassurance justement, et ne remplacent absolument pas la question du dialogue et de l'échange qui est vraiment nécessaire en famille. Donc si le logiciel espion devient une manière
de signifier que l'écran est quelque chose de mauvais, ça va rendre difficile la discussion en famille, puisque les enfants vont plutôt être sur la défensive en se disant il ne faut pas parler d'écran et surtout il ne faut pas que j'en dise trop, sinon on va griller le moyen que j'ai mis en place pour contourner le système. Donc c'est pas si fiable que ça, c'est pour ça que j'aurais tendance à ne pas les recommander. Thomas Romer, est-ce qu'il y a le risque que les écrans, que les téléphones portables, que les smartphones rendent les enfants complètement stupides ? Écoutez, en tout cas, en l'état actuel de ce que l'on sait au niveau recherche sur le développement du cerveau des enfants, et contrairement à ce qui a pu être dit par certaines personnes qui ont cherché à vendre beaucoup de livres, non, clairement non. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude, même on entend parfois des choses un peu qui font peur aux parents, l'impact des écrans, par exemple, sur la fonction langagière des enfants. Vous avez des études qui montrent que ça a un impact, et vous avez d'autres études qui montrent que ça n'en a pas. Donc, il y a des choses que l'on sait, et on ne sait pas tout sur ces sujets. Il faut que la recherche avance, il faut donner aussi plus de moyens à la recherche scientifique, mais tout ça prend du temps. Mais aujourd'hui, non, clairement, la science ne démontre absolument pas que les jeunes vont devenir plus stupides en étant sur leurs écrans. Et je dirais que si les jeunes sont concernés, les adultes aussi à ce moment-là. Vous répondez sur le volet du développement, ce qui est très intéressant, mais il y a aussi un autre volet, c'est le volet de la culture. Et là, vous parliez tout à l'heure de l'influenceuse Rubini Cara qui vend l'eau de son bain, par exemple, et qui est devenue, pour certains jeunes, comme un modèle, ou en tout cas quelque chose qui les fait rêver. Vous avez des influenceurs qui s'amusent à mettre des bidots dans des piscines pour voir ce qui se passe. Vous avez des influenceurs qui peuvent faire des lives sur TikTok où ils se cassent des œufs sur la tête. C'est vrai, tout ce que je dis est vrai. Je pourrais montrer tout ça parce que je passe beaucoup trop de temps moi aussi sur TikTok. Il y a peut-être une question de fond au-delà du côté développement. Bon, il n'y a peut-être pas d'impact sur le développement neurologique, mais disons sur notre culture, sur nos références, sur des choses comme ça. Quand on passe du temps sur les réseaux sociaux, on peut être qu'affligé, par exemple, de voir des vidéos de très jeunes qui ont 10-11 ans et qui paraphrasent des influenceuses pas très, disons, au contenu pas très fut-fut, quoi. Ça peut nous inquiéter, en tant que société, de se demander ce qui va faire le socle. Je pense que le mot le plus important que vous venez de prononcer, c'est société. En effet, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Clairement, je pense que tous les exemples que vous venez de décrire ne sont pas ceux dont rêvent les parents pour leurs enfants. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser. Vous avez aussi quelqu'un qui a commencé dans le monde de l'influence qui s'appelle Hugo Décrypte et qui fait des super vidéos et qui est sûrement aujourd'hui l'un des meilleurs journalistes de sa génération et qui est suivi par des millions de jeunes. Donc, une fois encore, c'est de quelle qualité de temps d'écran parlons-nous ? Nous aussi, adultes, ça nous est déjà arrivé de regarder une mauvaise série sur Netflix et de se dire qu'on nous avait conseillé. On s'est dit... Ah mince, j'ai perdu 8 heures de mon temps. Donc, mais pour un Hugo Décrypte, on a combien de Just Zizou qui s'amuse à faire des faux pranks à sa petite amie, de l'autre, Sandy Family qui frappe des canards et qui a fini en tôle parce qu'il a frappé quelqu'un d'autre. Enfin, il y a quand même une espèce de sous-culture qui est en train de naître sur ces réseaux. Une culture qui est à l'image de la société dans laquelle on vit. Donc, une fois encore, la question, c'est quelle société voulons-nous pour nos enfants ? Et puis, il y a peut-être, et c'est ce qu'a commencé à faire l'État français, un intérêt à peut-être un peu mieux encadrer ce type de profession émergente pour éviter qu'on bascule dans un grand n'importe quoi. C'est aussi ce qui nous a motivés, nous, à l'Open, à faire passer une loi en 2020 sur les enfants influenceurs pour justement venir tenter de réguler tout ça. Parce que ce qu'on observe aussi, c'est beaucoup de parents qui exposent leurs enfants sur les réseaux dès le plus jeune âge. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Et c'est souvent détourné d'ailleurs par des sites pédopornographiques. C'est d'ailleurs il y a des campagnes de sensibilisation qui disent qu'il faut mettre le moins de photos profil, le moins de photos possible, de ces enfants sur les réseaux parce que ça finit en eau de boudin. On est d'accord. Donc tout est une question de nuances et une fois encore de pouvoir, on le rabâche, je suis désolé, on l'a dit beaucoup de fois, mais s'intéresser à ce que font les enfants pour pouvoir aussi porter un regard critique et n'importe quel adulte n'a pas besoin de savoir comment fonctionne TikTok pour pouvoir s'intéresser à ce que regarde son enfant, lui poser des questions sur le dernier influenceur qu'il a vu et émettre un avis critique, qu'il soit positif ou négatif, voire même mettre en place des interdits s'il estime que c'est légitime et souhaitable pour son enfant.
Niels Weber, place aux solutions. Vous avez publié Les écrans je gère pour aider justement les jeunes de 11 à 15 ans à gérer leur utilisation des écrans. C'est quoi les conseils que vous donnez de manière générale aux jeunes directement et puis de manière plus indirecte aux parents? Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent une bonne utilisation des smartphones? Je pense que ce qu'ils doivent faire justement, c'est commencer par ne pas se sentir coupable d'utiliser ces réseaux, d'utiliser ces jeux vidéo, d'utiliser ces écrans, que ces jeunes puissent prendre conscience que ça fait partie du quotidien, que c'est normal. Mais c'est aussi de voir comment petit à petit on peut les responsabiliser pour en faire des citoyens et citoyennes numériques qui vont être responsables aussi, c'est-à-dire de leur apprendre comment fonctionnent les algorithmes, qu'est-ce qui fait que justement un jeu vidéo est tellement captivant et qu'on a des fois du mal à s'arrêter. Donc c'est leur donner des trucs et astuces sur voir comment ils et elles peuvent devenir acteurs et actrices de ces pratiques-là. C'est-à-dire, par exemple, en utilisant Instagram, d'essayer de ne pas de ne pas laisser la page d'ouverture sur les comptes recommandés, mais plutôt sur les comptes suivis. C'est-à-dire ne pas se laisser simplement guider par les algorithmes, mais aussi reprendre un petit peu le contrôle de leur utilisation. Ce qui est intéressant justement, c'est de leur donner la parole, mais aussi de leur donner des conseils, puisque souvent ils n'ont pas beaucoup d'espace dans lesquels ils peuvent verbaliser ce qu'ils vivent sur les réseaux, par exemple. Et donc si on leur adresse un message qui est uniquement de leur dire que c'est pas bien. Et je rejoins vos critiques sur la question culturelle, c'est-à-dire on peut très bien se poser la question sur qu'est-ce qu'il advient de la culture aujourd'hui, mais si on se contente de ce regard-là, on ne leur permet pas à eux de nous expliquer ce qui est intéressant dans cette culture. Et ce que je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est justement que dans un mouvement adolescent, c'est tout à fait sain et normal de choisir ou d'opter pour des contenus, que ce soit des films, des séries, des jeux vidéo, même sur les réseaux sociaux, d'opter pour des contenus que les adultes désapprouvent. Ça, c'est un mouvement d'autonomisation et de prise de distance par rapport aux adultes qui est tout à fait normal. Je pense que notre génération a aussi regardé des trucs un peu crétins à la télévision, si je pense à certaines productions d'AB Productions de l'époque, Hélène et les garçons et compagnie, c'était pas très intelligent non plus. Nos parents désapprouvaient aussi certains dessins animés qu'on regardait. Ça veut pas dire qu'ils avaient forcément tort. Avec le recul, on se rend compte aussi que certains de ces objets culturels sont pas de très bonne qualité. Mais ça prend du temps justement pour s'en rendre compte. Et un des conseils qu'on peut donner à ces jeunes, c'est de faire l'effort aussi d'essayer de raconter aux adultes pourquoi est-ce que TikTok c'est intéressant, pourquoi est-ce que One Piece c'est intéressant, pourquoi est-ce que Fortnite c'est intéressant, et ne pas simplement le faire avec un vocabulaire qui serait trop restrictif. C'est-à-dire, si on n'utilise que les termes des initiés, il se peut que les parents soient un peu largués, malheureusement. À qui profite le crime, Thomas Romer ? Je vais prendre l'exemple de TikTok, puisque, je ne vais pas faire le conspirationniste, mais certains journalistes / experts qui se sont intéressés disent la version chinoise de TikTok, on a du contenu pédagogique, du contenu intelligent, osons les mots, scientifique, et les algorithmes sont faits pour produire et pour montrer ce contenu-là aux jeunes chinois, tandis que notre version, nous occidentale, met en avant des contenus plutôt crétins. On le voit aussi avec X, Elon Musk qui a pris les contrôles, et on voit que à travers la politique qu'il a envie de mener sur les contenus, il peut favoriser une certaine forme de vision du monde. Est-ce qu'au fond, au-delà de la question simplement des enfants, des adultes et de la gestion de l'écran, il faut se demander quelle plateforme on utilise et quel est le projet politique derrière ? Bonne question, vous avez 3 heures. C'est une disserte. Sur le côté de ce que vous avez évoqué, l'exemple chinois, il est assez parlant. En effet, vous avez raison, mais n'oublions pas de qui nous parlons. On parle quand même d'une dictature. Je ne suis pas sûr que les journalistes en question soient allés fouiller dans les méandres du TikTok chinois pour s'apercevoir qu'il y a forcément aussi une forme d'endoctrinement des foules dans un pays qui, on le sait, est une dictature et qui surveille. Et pourtant, on utilise une application d'une dictature dans ce cas-là, tout à fait, au quotidien. Et on laisse nos enfants manger un produit. Tout à fait, ça fait partie des sujets de discussion, même que nous avons eu parfois avec TikTok, de poser la question où vont les données de nos enfants.
Au-delà des données, puisqu'à la limite, moi, que le régime chinois sache que j'aime particulièrement les recettes de cuisine ou les vidéos de chiens qui font des léchouilles à l'écran, c'est pas très important, mais c'est qu'est-ce qu'ils ont mis à l'origine de tout ça? C'est important quand même, parce que quand vous parliez tout à l'heure de projets politiques, on voit bien ce qui se passe au niveau enjeu géopolitique, avec l'omniprésence notamment de la Russie qui n'a de cesse de développer des cyberattaques, d'envoyer des fake news à tout va pour mettre à mal nos modèles démocratiques. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de géopolitique derrière ces plateformes qui sont devenues des mastodontes. Mais je dirais que pour le coup, l'Europe est un peu fautive. C'est qu'avons-nous fait pendant 25 ans pour développer nos propres outils ? On les a regardés grandir, on a tenté de les réguler sans succès pendant très longtemps et on s'est contenté de rappeler qu'ils ne payaient pas d'impôts dans les pays dans lesquels ils engrangent des bénéfices. Mais Dailymotion a tenté de lancer une version, un TikTok-like, un peu plus centré sur les contenus pédagogiques, sur les contenus informatifs, avec le même fonctionnement et la même plateforme. Ça fait un four, hein. C'était français. Bien sûr, mais parce que derrière, il y a aussi le côté, ces réseaux accueillent énormément d'enfants, le fait, tous les outils pédagogiques qui copient des réseaux sociaux qu'adorent les adolescents, on revient sur le processus adolescent qu'évoquait Niels, il y a un côté aussi un peu transgressif, aller contre la parole des adultes, et plus les adultes vont critiquer ces espaces-là, plus les jeunes continueront d'y aller. C'est pas pour rien qu'il y a eu des vases communicants énormes avant que Facebook et Instagram ne deviennent des réseaux sociaux pour EHPAD. Il y a eu des jeunes à un moment sur ces réseaux. Niels Weber, c'est bientôt Halloween. À Halloween, on a beaucoup de bonbons, mais on régule la quantité de bonbons que nos enfants vont manger. Est-ce qu'il faut percevoir le numérique comme cette espèce de sucrier géant qu'il faudra un petit peu réguler ? Oui, réguler, c'est jamais une mauvaise chose, mais il faut pas faire que de la régulation. C'est-à-dire que la régulation ne veut pas dire forcément interdiction, et il faut pouvoir s'accorder aussi des moments transgressifs, justement. C'est aussi de réfléchir à quel moment c'est OK de perdre son temps, par exemple. Ça fait partie des conseils que je donne aussi aux adolescents, c'est de réfléchir, par exemple de ne pas utiliser les écrans comme étant un moyen de faire une pause quand on a encore des devoirs à faire, parce que ça va être encore plus difficile d'en sortir après. Par contre, d'être très à l'aise avec des moments où c'est OK de perdre son temps. C'est ce qui n'est pas toujours en accord avec notre façon de fonctionner aujourd'hui, puisqu'on est plutôt dans une société qui vise la productivité et des choses constructives et pédagogiques à tout moment. Non, il y a aussi des moments où c'est tout à fait OK de perdre son temps. Mais la distinction à faire avec les bonbons, pour reprendre votre question, c'est que évidemment, si on consomme trop de bonbons, il y a des effets physiologiques sur le corps pour la santé qui ne sont pas bons. Aujourd'hui, la question de la régulation des écrans n'est pas qu'une question de temps, donc pas qu'une question de quantité, mais aussi principalement de qualité d'écran, mais aussi de qualité d'échange en dehors de l'écran. Merci beaucoup, Niels Weber, psychologue spécialisé en hyperconnectivité, et Thomas Romer, directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, d'être venu. Le temps pour nous de passer en mode avion, et on revient juste après ça. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il y avait pas de jeunes, il y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux, et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour.
Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Allez, on est de retour dans le Grand JT de l'éducation. Merci beaucoup d'être avec nous et c'est un peu la thématique de la journée. L'adolescence, après le rapport au numérique, place à la santé psychologique. On le sait, cette période est une période de bouleversement, de chamboulement, les hormones sont travaillées et parfois on se sent dépassé en tant que parent. Alors on a décidé de mettre un bon point à une initiative justement pour travailler sur la question de la santé mentale des plus jeunes. Avec vous, Anne-Claire Deprat-Contal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et cofondatrice d'I Am Strong. C'est une plateforme, c'est une méthode, c'est du coaching. Racontez-nous. Oui, I Am Strong, c'est une plateforme d'accompagnement dédiée au bien-être et à la santé mentale des jeunes. Donc les jeunes, on accompagne des collégiens, des lycéens, des étudiants à prendre confiance en eux, à trouver leur place à l'école et dans la société et à atteindre des objectifs, donc que ce soit scolaire ou plus personnel. C'est quoi, au fond, un adolescent? Comment vous décririez ça? À quel âge ça commence? Qu'est-ce qui le caractérise? Jusqu'à quel âge on est adolescent? Alors, un adolescent, l'adolescence, ça commence un petit peu au moment de la puberté, donc vers 12-13 ans. Après, on dit que la maturation, notamment du cerveau, le cerveau se développe jusqu'à 25 ans environ. Donc, vous voyez, ça nous donne une plage quand même assez longue pour cette période. Et qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? L'adolescence, elle est marquée par des grands bouleversements, que ce soit physique, psychologique, qui se jouent. Au niveau physique, évidemment, il y a toutes ces notions de puberté avec le développement, l'accroissement de la production hormonale et tout ce que ça implique, on le sait. Il y a aussi toute une réorganisation au niveau neuronal, au niveau cérébral. Donc c'est une grande partie de ce qui se passe et des bouleversements qui se passent à l'adolescence. Et il y a une transformation qui est plutôt de nature psychologique, où là, il y a les liens d'attachement qui se transforment. Voilà, quand on est petit, c'est vraiment nos parents, les figures parentales en tout cas, qui sont les figures d'attachement premières. Et à l'adolescence, ces figures d'attachement vont passer au second rang au détriment des amitiés qui vont passer au premier rang à l'adolescence, à cet âge-là. J'avais déjà entendu, mais alors je ne sais plus où, donc je vous pose la question pour savoir si vous partagez cette vision, que l'adolescence, c'est le moment où les jeunes, je vais les appeler comme ça, miment et surinvestissent les codes du monde adulte, c'est-à-dire qu'ils cherchent à passer cette frontière symbolique de l'enfance, quitte à en faire parfois trop. C'est un peu ça qui définit l'adolescence, une espèce de surjeu. En tout cas, l'adolescence, c'est sûr que c'est ce passage entre l'enfance et l'âge adulte où le jeune, l'enfant, l'individu va petit à petit, progressivement apprendre à se définir justement en tant que personne propre, en tant qu'individu propre, en dehors de ses parents, en dehors du cadre familial. Donc c'est un pas petit à petit vers l'autonomie, vers le passage à l'âge adulte. Donc oui, parfois ça se fait justement en mimant, comme vous dites, ce qu'ils observent du monde adulte. Mais bon, voilà, ça passe par plein de choses comme ça, cette autonomisation. Ça se passe par souvent une séparation avec la sphère familiale. Ils se détachent petit à petit pour justement se construire en tant qu'individu propre.
Alors, Armstrong, vous le disiez, une plateforme, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement pour les ados? Qu'est-ce que vous proposez? Alors concrètement, Armstrong, quand le jeune va s'inscrire chez nous, il va alterner en moyenne, il va être accompagné en moyenne sur 8 semaines, où il va alterner des séances individuelles avec un coach ou un psychologue qui lui sera attribué selon son besoin, selon sa problématique. Donc c'est pour ça qu'on a tout un pool de professionnels qui sont tous certifiés et spécialisés dans l'accompagnement des jeunes. On a des coachs scolaires, on a des coachs qui sont spécialisés dans l'orientation, on a des psychologues donc, qui sont capables d'adresser des problématiques un petit peu plus intimes, un peu plus personnelles, un peu plus sérieuses. Voilà, donc ça fait que quand on fait justement ce match au moment du premier rendez-vous entre le besoin du jeune et le bon professionnel adapté. Donc, il va alterner des séances comme ça avec le professionnel dont il a besoin. Entre les séances, il fera des petites activités en ligne personnalisées, envoyées par le coach ou le psychologue. Et il y a un troisième volet qu'on appelle du chat coaching, c'est-à-dire qu'ils ont un canal de discussion privilégié par WhatsApp avec le professionnel qui les accompagne pour garder comme ça un lien continu tout au long de l'accompagnement sans avoir à attendre la séance d'après. Et alors, il y a cette question de l'amitié que vous avez commencé un petit peu à amorcer. Parlez-nous de ces amitiés chez les adolescents. Vous le disiez, c'est le moment où on quitte un peu ce cordon ombilical parental pour aller nouer des liens avec d'autres que nos parents. Tout à fait, effectivement. C'est une période où donc, les liens d'attachement se transforment, les figures d'attachement ne sont plus les figures parentales, comme on disait. Et c'est hyper sain, hyper normal que les jeunes investissent très, très fortement leurs amitiés. Les amis, à cet âge-là, c'est ce qui est le plus important, tout simplement. Et c'est fondamental pour la construction de l'individu. Il faut chérir ses amitiés. Un ami, ça va nourrir son estime de soi, ça va permettre de réduire l'anxiété. Il y a des études qui ont montré que c'était un super levier de réussite académique. Voilà, il y a plein de bénéfices aux amitiés. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Hein. Un ami, ça suffit. Mais c'est hyper important de chérir quand même ces relations qui sont extrêmement protectrices et fondamentales pour le développement et le bien-être de l'individu. Et les parents, dans tout ça, quelle place ils doivent prendre? Il faut questionner ces enfants sur ces amitiés, il faut donner des conseils et dire attention, t'as vu, t'es ami avec celui ou celle qui n'a pas les bonnes notes en cours, faudrait peut-être que tu trouves un ami plus intelligent, c'est le rôle des parents. Les parents ne peuvent pas choisir les amis des enfants et de leurs enfants, évidemment. Après, on peut comprendre qu'il y a certaines amitiés qui puissent être un petit peu toxiques ou qui peuvent inquiéter les parents. Là, le rôle des parents dans ces cas-là, ça va être plus de questionner, de ne jamais juger pour pas braquer son enfant qui du coup ça pourrait risquer de perdre le lien de communication, etc. Donc éventuellement s'il présente un danger ou quelque chose qui ne va pas, ça va être de les questionner, de leur poser la question, qu'est-ce que tu en penses toi, pour essayer de développer leur esprit critique à eux, de les encourager à réfléchir, à se rendre compte par eux-mêmes qu'il y a peut-être quelque chose de pas tout à fait sain dans la relation, pas tout à fait sain, pas tout à fait normal, ou quelque chose de fragile chez cet ami, etc. Donc les amener eux à la réflexion. Donc voilà, c'est leur rôle. Les parents, ils doivent être quand même à leur place de parents, mais ils peuvent être évidemment vigilants s'il y a quoi que ce soit. Les amitiés, mais aussi les premiers amours. Votre plateforme, elle est pensée aussi pour accompagner les plus jeunes, les adolescents, dans ces moments un peu charnières de découverte amoureuse ou amicale, de questionnement, de perte, parce que parfois il y a des déménagements, parfois aussi on perd des amis, c'est des chamboulements. Vous avez des programmes là-dessus? Tout à fait. Il faut vraiment pas. Enfin voilà, parce que on pourrait avoir tendance en tant que parent ou éducateur ou n'importe qui à minimiser l'importance de ces amitiés ou de ces premiers amours. Alors, il ne faut pas les minimiser. Effectivement, ça peut donner lieu à des vraies ruptures, à des vraies souffrances, à des vraies tristesses. Et c'est hyper important quand on est les parents, les éducateurs, les accompagnants, de ne pas dédramatiser particulièrement, de ne pas minimiser, en tout cas de montrer son empathie, d'être à l'écoute, de comprendre, de dire je comprends, ah oui ça doit être dur, d'être vraiment dans l'empathie, d'être vraiment à l'écoute de ses émotions. Et de ne pas les envoyer, de ne pas les minimiser, ou même si nous, de notre statut, à notre place d'adulte, ça peut nous paraître parfois un petit peu
en tout cas, ça ne mérite pas autant de souffrance. Mais non, au contraire, il faut accueillir ça. Et si jamais c'est une vraie souffrance, effectivement, il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un, à se faire accompagner. S'il y a une vraie rupture amoureuse, par exemple, qui peut donner lieu à une vraie tristesse, il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un, un coach, un psychologue, voilà, quelqu'un d'extérieur. Et nous, chez Samsung, évidemment qu'on a beaucoup de jeunes qui traversent ce genre de difficultés aussi qu'on accompagne. Et alors vous avez gardé des amis de l'adolescence? Ouais. Moi, j'y pensais quand je réfléchissais à ce thème. Oui, bien sûr que j'ai gardé des amis très, 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 très chers de l'adolescence. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort, particulièrement fort. Et ben voilà, on a une pensée tous les deux pour nos amis de l'adolescence. Alors merci beaucoup Anne-Claire de Pracontal d'être venue sur le plateau de School TV. On rappelle que vous êtes psychologue et cofondatrice d'I Am Strong. On va sur le site internet et on peut se faire coacher. Tout à fait. Et vous aurez un premier rendez-vous et on pourra vous en dire plus. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous aurez rendez-vous avec moi ou une autre coach psychologue. Et ben voilà, puisque la santé mentale, c'est tout aussi important que la musculation. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. C'est le meilleur de School TV avec le Zap. Nouvelle nomination donc à la présidence d'EdTech France. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous succédez donc à Yannick Raffnel. Absolument, j'en suis très heureuse puisque je suis rentrée chez EdTech France il y a 2 ans sous l'impulsion de Anne-Charlotte Monneret et Plume était alors vraiment une jeune pousse. Donc je vois dans l'association un tremplin vraiment pour la structuration des startups comme ça a été le cas pour Plume. Donc je suis très heureuse. Oui, bon alors qu'est-ce qui vous attend là au cours des prochains mois, des prochaines années? Déjà, c'est un mandat qui dure combien de temps? Alors c'est un mandat de 2 ans. Il y en a des choses à faire en 2 ans. C'est quoi vos priorités, Aude? Alors les priorités, donc ça fait suite en fait déjà à 2 ans de travail puisque j'étais vice-présidente sur les sujets du scolaire et du financement et de l'international. Donc l'idée c'est quand même de poursuivre le travail qui a été engagé sur les sujets notamment de structuration de l'association puisqu'on est passé de 1 salarié à 3, donc c'est quand même conséquent. Ça accompagne le fait qu'on a de plus en plus de membres et surtout qu'il y a une structuration du secteur. Il faut savoir que la EdTech, ça représente 1,6 milliard. Vraiment, c'est un secteur en pointe qui travaille énormément sur les sujets de R&D. C'est un sujet qui est vraiment fondamental en fait pour se saisir en fait des enjeux aussi de citoyenneté, mais climatiques, etc. Puisque c'est la pierre angulaire en fait de notre société, l'éducation. Donc on en a vraiment besoin. On a aussi des sujets en fait de financement qui vont être très importants. On le voit là avec la loi de finances qui est en train d'être négociée. Donc ça va être un sujet important. Et puis tous les sujets autour de l'impact pour travailler et expliquer en fait que les écrans, eh bien, ça n'est pas la EdTech. La EdTech, c'est justement la structuration des apprentissages. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, les différentes zones qui ont été effectivement présentées déjà dans l'extrait, s'il vous plaît? Alors, donc en fait, on coupe... Mettez juste un tout petit peu plus haut, voilà, parfait. Bien. On coupe le sein donc en 4. Donc en fait, il y a la partie du bas ici, cette zone-là. La zone qui monte, on va bien jusqu'à la clavicule. Et cette zone-là, donc il y a la clavicule plus l'aisselle. D'accord. Il y a des deux côtés. Et il ne faut pas oublier le mamelon où on presse le téton pour vérifier qu'il n'y ait pas de liquide inhabituel qui ressort parce que certaines femmes ont eu un liquide un peu jaunâtre. D'accord. Sorti. Voilà. Et donc voilà, le geste, on fait bien des petits mouvements circulaires. On commence quand même par le constat, le chemin à accomplir reste absolument immense, même si cette question des jeunes filles et des femmes dans l'enseignement scientifique, ça fait des années qu'on en parle et qu'il y a malgré tout quelques progrès. Mais quand on regarde le film, c'est plutôt sympa, ça va mieux, mais quand on regarde la photo, ça va toujours pas. Oui, c'est un peu l'arlésienne, on en parle beaucoup, mais malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Moins de 25% de femmes dans les filières scientifiques. Alors, on connaît la biologie, la chimie, où il y en a beaucoup, mais par contre, l'ingénierie, la technologie, l'informatique, c'est encore le désert. Et pourtant, des métiers porteurs, des secteurs d'avenir, et il n'y a pas de femmes.
Et des secteurs qui, pour certains, étaient massivement féminins il y a encore quelques années. Tout ça, c'est évidemment, on va le rappeler, un héritage de l'histoire. On paye des décennies de maltraitance des femmes, notamment dans l'accès aux études. Complètement. Les savoirs ont été distribués différemment entre les garçons et les filles, en fait, à la fin du 19e siècle. Quand on organise les filières lycée supérieur, les filles, on leur apprend les arts ménagers, la littérature, la culture. Et puis les hommes, on leur apprend les sciences, les mathématiques, la technologie, la philosophie, pour les amener dans le monde économique. Et ça va au-delà, on leur interdit même l'accès à certaines études aux filles, pendant longtemps. Complètement. Les écoles d'ingénieurs ont été ouvertes aux femmes, généralisées aux femmes à partir de 1974. Donc c'est très très récent. Ça fait partie des grands sujets et autres qui agitent aujourd'hui la communauté en ce moment. Oui, tout à fait. Nos 3 sujets, c'est en 1, l'impact, c'est-à-dire démontrer la pertinence et l'impact de nos solutions. C'est déjà le cas puisqu'on a des solutions qui sont référencées par le CNRS, INRIA, etc. et qui ont montré que leur utilisation permet en fait de donner de meilleures chances à l'égalité de nos élèves, donc l'impact. Et ça permet en fait d'expliquer à quel point le numérique éducatif, ça n'est pas les écrans. Donc ça, c'est très important. Le deuxième sujet, c'est la structuration du marché pour toutes les verticales de l'écosystème, puisque nous, on travaille à la fois avec le scolaire, mais aussi le supérieur et la formation pro. Et le troisième sujet, c'est le renforcement de l'influence de l'association avec le rapprochement d'autres acteurs associatifs pour avoir un discours unifié et fort auprès de nos interlocuteurs. Cet échange-là avec les autres acteurs, il n'avait pas vraiment lieu avant votre Si, il avait tout à fait lieu, mais je pense qu'il faut officialiser les choses et montrer qu'on a une voix forte et unique pour justement se faire entendre auprès de nos interlocuteurs, que ce soit le ministère, mais aussi à l'international, pour montrer que notre filière, elle est solide. La France est reconnue, en fait, pour la force et la pertinence de sa recherche. Donc ça, il faut vraiment qu'on le fasse savoir. On a des dispositifs aujourd'hui exceptionnels qui nous font briller et on a besoin d'aller à l'international pour le montrer. L'équation, elle est forcément délicate parce qu'il faut sensibiliser les jeunes publics, mais aussi les professionnels de santé, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Il y a tout le monde à sensibiliser. Il y a aussi, effectivement, donc il y a les jeunes, effectivement, et là où je rejoins complètement, c'est... donc nous, on a l'autopalpation du testicule aussi. On va y venir. C'est différent, c'est pas au même endroit, mais quelque part. J'ai sorti ma pomme. Voilà, pour pouvoir le montrer. Voilà, je le mets sur l'écran. Mais ce qu'il y a souvent comme réflexe, et ça me rassure sans que ce soit rassurant, mais c'est ce que vous disiez, c'est que les femmes ou les hommes se disent, bon, on le fait, mais on a peur de trouver quelque chose. En fait, il y a toujours ce réflexe de l'être humain, en général. D'ailleurs, c'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes, comme on le disait, c'est que si on le fait nous-mêmes, régulièrement, on a peur de se trouver quelque chose. Alors la peur n'évite pas le danger, si on ne cherche pas, on ne trouve pas, mais si on le retrouve plus tard, c'est peut-être un peu beaucoup plus compliqué. Ça, l'important, c'est de rappeler que plus tôt c'est pris en charge. Ah, c'est toujours la même chose. Oui. C'est toujours la même chose. Oui, parce que plus vite on va détecter, et moins les traitements pourront être lourds, suivant bien sûr le grade et le stade. Mais voilà, il faut prendre soin de soi, c'est un geste de bienveillance. Voilà. Tout à fait. Et donc on a fait, j'ai aperçu qu'ils sont passés, les petits flyers, nous on parlait des professionnels de santé, nous on a croisé des médecins généralistes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le fait aussi de dire, tiens, palpez-vous les testicules. Donc pourquoi ils ne sont pas à l'aise? Parce que, toujours pareil. Alors après, peut-être pas tous, peut-être pas tous, peut-être pas toutes. Et pourtant, quand vous le rappelez, c'est facile, quoi. C'est complètement facile. C'est beaucoup plus simple, j'aurais tendance à dire, que pour le cancer du sein, est beaucoup moins long. Une bonne douche chaude, etc. Et toucher effectivement le testicule, il a gonflé un petit peu. Et sur les mécanismes sociaux qui confortent aussi cette hiérarchie entre les sexes, où ça est construit. Alors, c'est là où on doit vraiment pointer du doigt le mécanisme, c'est qu'à partir du moment où on pense qu'il y a un sexe qui est différent de l'autre, on hiérarchise. Voilà, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et là, on a choisi les sciences, les mathématiques, parce que les sciences, les mathématiques, c'est la discipline de la sélection, c'est la discipline d'un savoir fondamental qui peut ouvrir au pouvoir économique. Voilà, et donc cette idée perdure encore aujourd'hui. Voilà, on se pose encore la question, en tout cas, les filles finissent par se poser la question de est-ce qu'elles sont bonnes en maths et est-ce qu'elles vont réussir en mathématiques. Et de là, il y a tout un tas de réalités qui se créent. Et pour terminer sur ce portrait, ce panorama de la situation, tout cela est également vrai du traitement que les médias ou que la culture populaire réserve aux femmes.
On a encore sur les réseaux sociaux beaucoup de poncifs. Alors on voit des youtubeurs, des tiktokers garçons parler des maths, des sciences, des logiques qui fondent notre société. On voit beaucoup moins de filles, donc on a besoin de développer des rôles modèles aussi d'influenceuses. Il y en a quelques-unes pourtant. Hein. Nous on va recevoir Wonder Mat dans pas longtemps. Ah, j'adore. Ah, bah alors elle sera à votre place dans quelques, dans quelques semaines. Voilà, Wonder Mat qui fait un travail extraordinaire, cette enseignante en mathématiques qui démocratise en fait les mathématiques en prenant des exemples du quotidien. Et on a besoin de ça pour donner du sens. Il y avait Sophie Guichard aussi qui était une des premières à faire des trucs en mathématiques. Alors, elle ne se montrait pas, si je me souviens bien. Elle faisait des... Oui, c'est ça, on a le tableau. C'est ça, voilà. Et on a besoin de réhabiliter. En tout cas, on a besoin de voir toutes ces femmes qui font de la médiation scientifique, qui sont derrière le tableau au quotidien. Et pour éviter cet effet Mathilda dont on parle beaucoup, qui est l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Charlie d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve très vite demain. Bien sûr. Et après-demain, voilà, on se retrouve tous les jours avec vous et avec vous qui nous regardez aujourd'hui. À la réalisation, Romain Luc, au son Saïd Mamou, Laure Audemont, au maquillage, Laura Gérard et Emma Ferré à la rédaction. Passez une très bonne soirée, journée et à demain.